Bienvenue à la quotidienne de la vie agricole. Nous renouons avec les quotidiennes de terrain. Nous sommes aujourd'hui à Québec, au Parc des Moulins, dans l'ancien jardin zoologique. Et nous venons en fait écouter la conférence de presse qui a lieu pour sauver la Grande Serre de Québec. Il y a un mouvement qui est en place depuis février dernier. La vie agricole s'y intéresse. L'arrivée de Bruno Marchand à la tête de la ville de Québec va peut-être changer les choses. Elle devait s'écrouler le 4 novembre dernier. Il y a un peu plus d'espoir. Et aujourd'hui, en conférence de presse, nous entendrons Laure Varidel, René Pronovo, ancien directeur du Jardin botanique, et également Michel Lagacé, biologiste que vous avez déjà entendu sur nos ondes. Nous les écoutons en conférence de presse et nous échangeons un peu avec eux par la suite. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Ça va être un peu difficile de vous parler dans ce sens-là, mais on va y aller. Bienvenue et merci beaucoup d'être ici pour interpeller nos nouveaux élus à la mairie hier, entre autres, ainsi que le gouvernement du Québec sur l'avenir, ou plutôt les avenirs possibles pour la Grande Serre de Québec, ainsi que les autres bâtiments historiques qui se trouvent sur ce terrain et que vous avez probablement vu en faisant votre petite marche pour vous rendre ici. Merci aussi à vous, gens des médias, d'être là et de relayer cette information essentielle. La présence de chaque personne ici est importante. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas nécessairement de soi. Quand on pense à toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ou pas sans accompagnement, ou pas aussi loin de leur domicile, ou qui sont dans d'autres régions du Québec, on prend conscience de l'importance de chaque personne qui peut ou qui le fait. Aussi, plusieurs personnes, des mères au front, entre autres, que je salue ici pour leur travail en amont, sont très prises, notamment par leur vie de parents et aussi par tous les défis du quotidien que nous connaissons toutes et tous. Assurer le logis et la nourriture, essayer de préserver la santé et le bien-être de nos proches, œuvrer afin de changer les choses pour le mieux. Il y a tant à faire. Ce point de presse, c'est comme un petit miracle en soi. On dit parfois que les planètes ou les étoiles s'alignent. Eh bien là, il y a eu la date des élections, la présence de Laure Varidel à Québec et tout ce beau monde qui œuvre à la préservation de l'environnement. C'est aussi le premier pas de ce qu'on appelle un exercice de co-création citoyenne. Un exercice auquel chaque citoyen, chaque citoyenne, mais aussi chaque organisation qui le souhaite peut prendre part. L'utilisation responsable et durable de cette splendide serre aux multiples potentiels, dont messieurs Lagacé et Pronovo nous parlerons dans un instant, et de la préservation du bien commun dont Laure Varidel nous entretiendra également. En quelques jours à peine, des milliers de Québécoises et de Québécois se sont levés, ont signé la pétition pour préserver ce joyau, ont partagé leurs idées et leurs suggestions déjà sur les réseaux sociaux, avec l'espoir d'être écoutés et d'être entendus. La semaine dernière, M. Lagacé écrivait dans un communiqué de presse qu'il était minuit moins une. Aujourd'hui, moi, je dis qu'il est minuit plus une. Grâce à ce petit miracle qu'est la communication, la serre est toujours debout, solide et prête à tout. Minuit plus une, c'est un nouveau jour qui commence. Avec une nouvelle équipe à la mairie, faisons de ce 8 novembre le début d'une nouvelle ère, celle des projets qu'on crée ensemble, pour nos enfants, pour la planète et pour nous toutes et tous. Merci. Et je vais inviter Michel Lagacé, porteur de projet biologiste, porte-parole de la table de Catire-Saint-Ville, président de la Société Jardin de la Capitale et membre de la direction qui a construit la serre en 2002. Monsieur Lagacé. Ça me fait bien plaisir que tout le monde soit ici, des gens que je connais, des nouveaux, des gens qui connaissent la nature, des gens qui connaissent l'environnement, des gens qui veulent protéger la serre. Je pourrais vous parler longtemps de toutes les caractéristiques de cette belle serre-là que j'ai construite. C'est une des plus belles serres en Amérique. Au niveau de sa hauteur, elle mesure 20 mètres, 70 mètres de long, 30 mètres de haut. Elle est toute équipée pour accueillir une forêt tropicale, comme on rencontre en Amérique du Sud. Et je pourrais vous parler de tous ces systèmes électroniques, puis ces systèmes qui règlent toute la température et tout ça. Mais après-midi, je voudrais vous parler de 3 grands principes fondamentaux qui sont concernés par notre cause. Le premier principe, c'est le principe qui dit que
qui possède protège. Ce principe-là, ceux qui possèdent ça, c'est les citoyens qui ont payé pour et les bâtisseurs qui l'ont construit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous ensemble pour la protéger. Le deuxième principe, je voudrais dire que c'est effrayant. L'exemple qu'on va donner aux 2000 élèves qui s'en viennent dans les écoles ici, par rapport au gaspillage et à la destruction de cet équipement-là éducatif et scientifique. C'est réellement pas un bon exemple pour ces élèves-là qui vont voir, s'il est démoli, un espace vide. Et le troisième principe que je crois qui est en cause ici, c'est que toute nation, toute capitale ou toute grande ville qui se respecte saurait comment l'utiliser. C'est les trois principes que je veux vous laisser aujourd'hui, qui sont concernés par notre action aujourd'hui. C'est une des plus belles serres en Amérique. Elle est en bon état. On l'a visitée. Nos architectes, nos ingénieurs qui l'ont construit l'ont revisitée. Ils ont évalué les coûts pour la remettre en état et de l'aménager. Nous ne voulons pas nécessairement que notre projet soit retenu, mais nous voulons qu'elle reste en vie et que les citoyens décident qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Parce qu'une fois qu'elle est en vie, elle pourrait durer encore 150 ans pour les autres générations. Il y a des serres en Europe qui ont 150 ans en Angleterre et qui sont encore debout et qui servent à la population et à l'éducation. Fait que je vous remercie encore beaucoup. Je remercie les maires au front qui nous ont organisé cette rencontre-là et à tous vous autres qui vous êtes déplacés pour la voir, cette belle serre-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Lagacé, biologiste. On va passer la parole à M. René Pronovo, agronome. Il a été directeur du Jardin botanique de Montréal de 2014 à 2019. Il a été chargé de projet au service de l'environnement de la Ville de Québec de 1989 à 2009 et il connaît très bien la serre. M. Pronovo. Oui, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici présent et j'aimerais vous remercier toute la mobilisation qui s'est créée depuis une semaine, et maire au front, Mme Varidet, Mme Dorion, et je pense que cette mobilisation, on a enfin été entendu. Il était minuit moins une la semaine passée et je pense qu'il est temps vraiment de savoir le pourquoi qu'on veut démolir cette serre-là. Moi, en tant qu'ex-directeur du Jardin botanique, quand j'ai vu cette structure-là qu'on allait démolir, je trouvais ça scandaleux et j'ai toujours essayé de comprendre le pourquoi de cette démolition-là. Et je n'ai jamais eu cette réponse-là. Et le potentiel qu'on a dans cette structure-là, c'est d'en faire un projet porteur, de créer une forêt tropicale humide, de créer un mouvement citoyen, de faire de la co-création avec les gens du milieu et d'en faire un milieu éducatif, surtout avec les enjeux qu'on connaît aujourd'hui avec les changements climatiques, la perte de la biodiversité et imaginer ce que ça pourrait devenir pour les générations futures. Donc, c'est un élément qu'on veut développer avec les gens du milieu, mais ça nous prend à prime abord, c'est des appuis politiques. Il y a eu un changement de maire à Québec et ce que nous attendons, c'est de confirmer le moratoire sur sa démolition, donc d'arrêter et qu'on puisse rencontrer un intervenant de la Ville de Québec et qu'on puisse s'asseoir et de créer un comité d'échange et de développement d'un projet structurant pour les citoyens, pour l'arrondissement, pour la Ville et pour la province de Québec et d'en faire aussi un projet porteur avec les grandes villes. Moi, j'ai travaillé à Espace pour la vie avec le Jardin botanique de Montréal. Pourquoi pas d'en faire un projet de collaboration avec eux et que ça devienne un satellite sur la protection de la biodiversité pour le futur. Alors, on attend certaines réponses, puis on est prêt à travailler tout le monde ensemble et on va sûrement vous inviter et à continuer de nous supporter dans cette démarche-là. Alors, lâchez pas parce que nous, on ne veut pas lâcher de notre côté. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Pronovo. Notre prochaine prise de parole sera par Laure Varidel, éco-sociologue. Elle n'a certainement plus besoin de présentation. Je vais la présenter quand même. Elle est spécialisée en transition sociale et écologique, professeure associée à l'Institut de sciences de l'environnement de l'UQAM,
cofondatrice d'Équiterre, co-auteure du Pacte pour la transition, co-instigatrice de Mères au front. Elle est aussi autrice de plusieurs livres, dont Acheter, c'est voter, L'envers de l'assiette et La transition, c'est maintenant. Laure Varidel. Mais bonjour à tous et à toutes. D'abord, vous dire que je suis vraiment impressionnée par le nombre de personnes qui sont présentes ici parce que l'appel, l'idée de faire une conférence de presse ici ce matin, elle date de vendredi après-midi. Donc, ça montre, ça témoigne à quel point c'est un enjeu qui touche les citoyens et les citoyennes. Moi, ça me touche à titre de Mères au front aussi. Je suis ici parce que je suis indignée. Je suis indignée qu'un aussi beau projet qui a coûté aux contribuables de tout le Québec 14 millions de dollars soit sous peu détruit si rien n'est fait. Je suis indignée que ça prenne des citoyens qui se mobilisent pour dire non, on ne laissera pas faire ça. Donc, il y a quelqu'un dans la chaîne de responsabilité, de prise de décision, qui n'a pas fait son travail en termes d'évaluation de la richesse qu'un tel lieu représente, alors qu'on va construire 2 écoles à proximité, le potentiel éducatif en matière d'éducation relative à l'environnement, d'agriculture urbaine, de sensibilisation du public en général, le potentiel est immense et on enverrait la grue là-dedans, on détruirait ce bâtiment-là. Je veux dire, c'est absolument inacceptable et c'est pour ça que les citoyens se mobilisent et qu'on ne laissera pas faire ça comme ça, ce gaspillage-là, pour des raisons tant sociales, environnementales qu'économiques. Donc, il faut voir tout le potentiel qu'il y a derrière un tel projet qui peut être alimenté par des idées citoyennes. On sait que ces idées-là sont nombreuses, elles sont fortes, elles sont porteuses d'un avenir meilleur pour nos enfants. Et c'est le message aussi des Mères au front qui se soulèvent lorsqu'il est temps de parler de la nécessité de protéger leur avenir contre les changements climatiques, mais en construisant des solutions réelles. Et des projets comme ça, c'est des éléments de solutions pour l'avenir. Donc, on veut envoyer un message à la nouvelle administration de la Ville de Québec. Monsieur Marchand s'était exprimé en faveur d'un moratoire puis d'une réflexion citoyenne. Donc, on veut qu'il exerce son pouvoir et qu'il entre en relation rapidement avec le centre de services ici qui sont les nouveaux propriétaires. Et on veut que le gouvernement du Québec aussi fasse son travail. À cet égard-là, Catherine Dorion va pouvoir en parler davantage. Donc, c'est aussi une invitation par les médias, une invitation à toute la population à se mobiliser et à protéger ce bien commun qui est cette magnifique serre dont on a toutes les raisons d'être fiers. Merci. Merci beaucoup, Laure. Alors, les Mères au front qui ont levé la main pour organiser ce point de presse très rapidement. Plusieurs d'entre elles, comme je le disais tout à l'heure, ne peuvent pas être ici, mais elles y sont de cœur. Angela Marche, Mère au front, artiste, écologiste, engagée, se fait aujourd'hui porte-parole de Mères au front de la Ville de Québec. Angela. Bon. Merci. Première chose aussi, je veux remercier tout le monde de vos présences. C'est très touchant. Puis c'est sûr que moi, aujourd'hui, je représente les Mères au front de la Ville de Québec. Juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, les Mères au front, c'est un organisme d'engagement citoyen, mais décentralisé. On a 32 groupes partout au Québec. On a des mères qui écoutent la science, mais qui aussi s'écoutent aussi nos cris de cœur pour nos enfants, pour l'avenir. Et ce qu'on voit ici, on est dans un moment très charnière, puis si on va trop loin, on va détruire tout ce qu'on voit, puis on ne peut pas revenir en arrière. Puis je pense que c'est une frustration qu'on a étant mère, étant citoyenne engagée. C'est comme si on a l'impression que le gouvernement pense qu'on peut faire, puis après on peut réparer des choses. Mais non, on ne peut pas. Ça, c'est extraordinaire comme bâtisse avec tout le potentiel pour l'éducation, pour nos enfants, pour l'avenir, pour l'agriculture urbaine, tout ce dont on a besoin dans notre époque actuellement. On a cette occasion en or de transformer ce lieu magique avec plein de potentiel dans un lieu pour tout le monde. Et si on va trop loin, si on oublie nos responsabilités, si on oublie de penser à l'avenir, on va gâcher tout. Alors, merci de votre implication. Nous, on va continuer à se battre pour ce beau projet, pour avoir
une deuxième vie. Puis je trouve que le fait qu'on pense à l'éducation, de construire les écoles ici sur ce site, un peu en oubliant c'est quoi le rôle de l'éducation. C'est d'ouvrir les portes, c'est d'ouvrir à les expériences, d'avoir les lieux comme ça. C'est merveilleux pour éduquer tous les enfants dans la ville. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Je suis fière d'être ici. Puis merci aussi de toute l'implication de tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Angela Marche, pour Mère au front. Toute l'équipe de Belle-Île Solutions Nutrition est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Avant de vous présenter notre dernière personne qui prendra la parole, je voudrais souligner et remercier M. Poulain, directeur de la Société d'histoire de Charlesbourg, qui est ici avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur. Si vous avez des questions quant à tous ces bâtiments historiques qu'on projette aussi de démolir, le moulin, les maisons, des vétérinaires, des directeurs du zoo dans les années 30, M. Poulain pourra y répondre. Alors, elle est députée de Taschereau Québec solidaire, responsable des dossiers transport, culture, solidarité sociale. Elle a vécu 10 ans à Charlesbourg. Catherine Dorion. C'est tellement beau de vous voir, c'est tellement beau de voir ces gens-là venir pour protéger la beauté d'un quartier, la beauté de la ville, en fait. J'avais pas eu l'occasion, merci aux médias aussi d'être là, j'avais pas eu l'occasion de féliciter M. Marchand pour son nouveau poste. Alors, félicitations, M. Marchand. Bienvenue à la tête de la ville. Vous êtes mon maire, vous êtes notre maire. Et ça commencerait, ça y va au toast, la politique, vous allez voir. Premier jour, en tant que maire, une très belle mobilisation qui vous tend la main, qui espère de vous votre attention, votre soutien, votre enthousiasme. Parce que c'est une serre qui est menacée pour de vrai, qui a failli passer dans le tordeur de l'indifférence des politiciens. Et vous pouvez venir la sauver, écouter les gens qui ont un très, très beau projet, des groupes ici qui ont un très, très beau projet pour cette serre-là. Si c'est pas ce projet-là, ça peut être un autre. Mais je pense qu'on vient de prouver que c'est essentiel, que c'est précieux pour l'âme, que c'est précieux pour la nature, que c'est précieux pour l'avenir et pour la vie. C'est aussi précieux pour Charlesbourg. La question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi c'est moi qui est ici? Il est où Jonathan Julien? Jonathan Julien, faudrait qu'il commence à regarder ce qui se passe sur le terrain. C'est extraordinaire ce qui se passe dans son comté aujourd'hui. C'est beau et c'est émouvant. Jonathan Julien devrait être parmi nous aujourd'hui. Et les mobilisations comme ça, le Charlesbourg, c'est pas une banlieue ronflante où il ne se passe jamais rien, qu'on peut runner comme un député duplessiste d'une autre époque. C'est un comté où il se passe énormément de choses. Il y a la gang de Forêt-Charlesbourg, il y a je les ai notés ici, il y a la gang de Forêt-Charlesbourg, il y a les jardins de la capitale, il y a la table de quartier Orsainville, il y a des conseils de quartier, il y a du monde mobilisé à Charlesbourg. Et Jonathan Julien va voir que les gens mobilisés vont pas juste se mobiliser pour ne pas qu'on rase cette serre-là qui est si précieuse. Ils vont aussi se mobiliser pour ne pas qu'on rase encore des forêts puis des boisés partout. Pour ne pas que Charlesbourg devienne une espèce d'océan de béton avec des autoroutes élargies, avec des boulevards partout, avec du développement urbain sauvage qui se fait n'importe comment, pendant que la beauté du monde, pendant que tout ce qui nourrit l'âme, pendant que tout ce qui fait que les citoyens sont capables de se rencontrer, de passer du temps, de vivre, se fait détruire devant leurs yeux, pendant que tout ce qui est précieux pour finalement les gens se fait démolir. Alors, c'est un appel aussi à Jonathan Julien. Je suis convaincue qu'il peut regarder une deuxième fois ce dossier-là et se dire peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'il faudrait que je m'implique, peut-être que j'ai quelque chose à défendre ici. Jonathan Julien a défendu l'élargissement de l'autoroute Laurentienne, il a défendu le scrappage de la portion tramway de Charlesbourg. Peut-être aussi qu'il peut commencer à voir que le comté de Charlesbourg, c'est des gens qui bougent, c'est des gens qui aiment leur quartier, c'est des gens qui veulent que la beauté du monde demeure à Charlesbourg et qui vont se battre pour. Alors moi, je vais être à leur côté jusqu'à ce qu'ils reviennent jouer son rôle. Merci. Merci beaucoup.
beaucoup, Catherine Dorion. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bien que ce soit pas ton comté, on sait que tu es là avec les citoyens et les citoyennes. On va, à partir de maintenant, prendre les questions, si vous en avez, les médias, les citoyennes, les citoyens. Il faudra dire, en posant votre question, à qui vous la posez pour qu'une seule personne puisse avancer au micro à la fois. Merci. Peut-être une question pour Laure Varidel. Laure Varidel, bonjour. Vous êtes en fait écologiste bien connue. Je sais que vous êtes aussi marraine de l'Institut Jean Garon. On a beaucoup parlé d'autosuffisance alimentaire pendant la pandémie. On a des projets autour de cette serre, peut-être avec le jardin botanique, peut-être autour des plantes. Est-ce qu'il y aura aussi des projets liés à l'autonomie alimentaire qui peuvent exister à travers cette serre? Mais certainement, d'ailleurs, il y a un comité qui est impliqué en agriculture urbaine dans la région qui a des projets à l'extérieur et à l'intérieur aussi. C'est sûr que la serre a été plus conçue pour des projets de nature plus tropicale, mais il y a matière à apprendre en agriculture en général, même avec d'autres espèces. Mais pour tout ce qui est production alimentaire locale, ça impliquerait des transformations de la serre importantes, mais ça serait tout à fait envisageable aussi. C'est juste à un coût un peu plus élevé. Donc, il faudra voir après quels sont les budgets, mais d'abord, l'urgence numéro 1, c'est de s'assurer qu'elle n'est pas démolie, parce qu'il y avait on nous annonçait que ce serait même la semaine dernière. Je pense que la mobilisation, la présence des médias, et je remercie les médias qui ont alerté la population d'avoir écrit à ce sujet-là. Donc, on espère que là, ça n'arrivera pas dans les prochaines semaines, mais c'est la première étape. Et ensuite, voyons quels sont les besoins de la communauté, les besoins en éducation, les besoins en production aussi éventuellement, mais c'est clair que d'être à proximité de 2 écoles, tout le côté éducation relative à l'environnement et oui, même production agricole locale aussi, ça fait partie de l'éducation. Il y a des classes qui font des germinations, alors on peut imaginer le potentiel quand on a accès à une serre comme ça pour l'apprentissage, ça sera absolument fabuleux. Puis je veux juste faire un petit point aussi, pas tout à fait lié à votre question, mais sur la nécessité de préserver les autres bâtiments historique et du besoin de cohérence de nos gouvernements parce que on parle beaucoup des besoins de CPE, par exemple, et là, on aurait des bâtiments qui pourraient être rénovés et aménagés pour permettre à des enfants de passer leur journée à proximité de la nature et d'apprendre aussi. Donc, tout ça, c'est une question de cohérence et de bonne utilisation des ressources, mais il faut d'abord que la population identifie bien les besoins, puis on sait qu'ils sont nombreux dans le coin ici. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des médias ou des citoyennes, citoyens? Vous venez chacun votre tour avancer un peu. Je n'ai pas besoin de venir au micro, mais qu'au moins on entende votre question et à qui vous la posez. Oui. Monsieur Lagacé. Oui. J'ai parlé la semaine passée à Sylvie Jacques, centre de service scolaire. Elle me dit on n'a pas d'argent. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui aurait dû être fait pour que ce soit différent comme dénouement? L'approche du centre de service scolaire, c'est une approche tout à fait normale, dans le sens que eux autres, leur mission, c'est l'éducation. La difficulté, c'est que ceux qui ont donné le site, il est immense, le site, et les bâtiments aussi, c'est des bâtiments qui demandent de l'entretien puis des actifs. Fait que le gouvernement du Québec a donné un chèque au centre de service scolaire. Il n'y avait pas de fonds à la banque pour entretenir ces bâtiments-là et puis le terrain. Ça fait que le gouvernement du Québec, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est un plan directeur de l'ensemble du site. Avant de le remettre à un organisme du gouvernement, il aurait dû le doter des fonds pour s'en occuper ou de fragmenter le site, en donner une partie à la Commission de la capitale nationale ou à la Ville de Québec ou à un organisme à but non lucratif avec les fonds pour s'en occuper. Fait que c'est un genre de cadeau de grec qui a été fait et c'est là que cette serre-là, ces bâtiments-là et le parc aussi vont en souffrir parce qu'on donne un fardeau très important à un organisme qui n'a pas cette mission-là. Depuis tout le temps, on respecte le centre de service scolaire. Ils jouent leur rôle, leur carte. Eux autres, ils ont des budgets à respecter puis des contraintes. C'est la façon dont ça a été attribué. Monsieur Julien avait dit au début de son mandat
qui trouverait une vocation pour ce parc-là. La vocation n'est pas définie présentement et les budgets pour donner une vocation à ce parc-là ne sont pas là. Les stationnements vont être utilisés, le terrain de soccer va être fait, mais le restant du parc, puis ces bâtiments-là, entre autres le pavillon des fauves et des primates, qui est un bâtiment historique du début du zoo. C'est un très beau bâtiment avec une palisse dans ce bâtiment-là. Il a tout été rénové lorsque l'hôtel de glace est venu. Il y a des vestiaires, il y a des toilettes qui pourraient être utilisées pour le sport, le ski de fond, pour le loisir public, puis tout ça. Parce que durant l'hiver ou durant l'été, durant les fins de semaine, tout le public de Charlebourg va venir ici. Il n'y aura plus de bâtiments pour remiser les équipements, le ski de fond, des choses comme ça. Les 4 corporations de loisirs dans le secteur, on les a rencontrées. Ils voudraient venir faire des choses ici, mais il n'y aura plus de bâtiments. Ils vont être obligés de refaire des bâtiments ou des choses comme ça. Là, on en a un très beau bâtiment. C'est le prochain qui va être démoli. Ils n'ont pas pu faire ici. Ils vont aller probablement au pavillon des fauves et des primates qui est à l'intérieur, qui est plus caché. Et progressivement, ils vont le démolir. Ce bâtiment-là, il est en bon état. Il pourrait servir à un CPE. C'est un immense bâtiment, tout en béton, en bon état. Fait que c'est ça, c'est que la façon dont le terrain a été partagé, ça a été mal organisé. Les fonds pour la vocation n'ont pas été faits. Et le plan directeur, il n'y a jamais eu de plan directeur pour décider qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble du bâtiment. Merci. Bien. Monsieur Lagacé, peut-être juste en guise de conclusion, vous avez interpellé la Ville du Québec, le gouvernement du Québec. C'est à qui, dans le fond, de prendre le leadership dans ce dossier-là et à financer éventuellement un projet de rénovation? Je crois que le gouvernement du Québec a quelque chose à faire là-dedans, à faire une ouverture. La ministre de la Capitale-Nationale, le député de Charlebourg, le ministre de l'Éducation, ils ont des responsabilités là-dedans, je crois. Ensuite, ils ont à décider qu'est-ce qu'ils font. Ils pourraient le donner une partie à la Commission de la Capitale-Nationale, qui est juste ici à côté. Ou, si la Ville se sent impliquée, pourrait le donner à la Ville de Québec. Puis à la limite, ça pourrait être un organisme non locatif. On a créé cet organisme-là au 26 mai, le Jardin de la Capitale, pour emmener un projet. Sinon, il aurait dit, il n'y a pas de projet. Là, on en a un projet qui se tient. Rappelez-nous le coût de votre projet pour la remise à... On a fait venir les architectes qui l'ont construit, les ingénieurs. On est arrivé à 1,8 million pour la remettre en état, à peu près 1,8 million pour la réaménager en forêt tropicale. Et ensuite, il y a toutes les études de faisabilité. Le projet au total, c'est 5 millions. Et étant donné que ça fait 15 ans, on s'est mis une contingence de 25 %, ce qui veut dire que c'est un projet de 6 millions. On a trouvé du financement privé pour subventionner ça, dans le sens que le gouvernement n'aurait rien à payer. Et ils ont créé une coopérative d'habitation. La coopérative d'habitation finançait le projet et les gens qui habitaient ça pouvaient entretenir les serres et le jardin. Et c'était une façon originale, c'était une nouvelle forme de coopérative d'habitation. Et ça aurait été une très belle coopérative d'habitation d'un gabarit respectueux du parc et qui aurait été moderne et qui aurait été une coopérative verte aussi. Fait qu'on aurait amené un nouveau modèle parce que maintenant, c'est des nouvelles formules. Quand le gouvernement se désiste de ces choses-là, il faut trouver des nouvelles formules. Et c'est pour ça qu'on a créé cette coopérative d'habitation-là. C'est dans un site où il y a un bâtiment qui va être détruit, un quartier pour les oiseaux de proie, et il n'y a pas d'arbres dans ce coin-là. Fait qu'on recyclerait ce site-là, on ferait une très belle coopérative d'habitation. Merci. Il y a une pétition qui circule actuellement sur change.org et on vient juste de passer le cap des 10 000 signataires. Donc, la prochaine étape, ça serait de faire parvenir le message pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc, est-ce que ça serait Catherine qui le présenterait ou quelqu'un d'autre?
représente quoi? Le message des citoyens avec la pétition des 10 000 signataires, oui. Oui, je peux faire ça. Non, Ben, merci beaucoup, merci. Mais c'est sûr. Catherine Dorion, on est content de vous retrouver. On était avec vous en entrevue en virtuel l'autre jour. Nous voici en présentiel. Gros événement aujourd'hui, beaucoup de monde. Je sais que aussi Christine Saint-Pierre ça a manifesté l'autre jour son intérêt pour la serre. Québec solidaire s'y intéresse aussi. Est-ce qu'on est rendu au niveau provincial? Est-ce que selon vous, on peut faire réellement bouger les choses pour sauver cette serre? Je suis convaincue que oui. Je pense que personne au gouvernement, ni le député local de Charlesbourg, Jonathan Julien, s'attendait à ce que ça lève. C'est le genre d'affaire qu'il a dû voir passer sur son bureau et dire « Ah, ça n'a pas d'importance ». C'est ne pas connaître l'amour des gens de Charlesbourg et même plus largement là, pour tous les projets qui concernent ici la nature, le verdissement, l'agriculture urbaine, tout ce qu'il peut y avoir de beau dans cette serre-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens sont au rendez-vous, ils vont l'être de plus en plus, fait que ils ne pourront pas l'ignorer, là. J'ai besoin d'espoir. Merci beaucoup, Catherine Dorion. Alors voilà, c'est la conclusion de cette quotidienne de terrain dans le Jardin des Moulins à Québec, à côté de la Grande Serre. On sent que la Grande Serre peut être sauvée. Beaucoup de mobilisation, beaucoup d'effervescence. On va attendre maintenant des nouvelles et de la Ville de Québec et du gouvernement du Québec.